L'État moderne soulève une question fondamentale qui traverse les siècles et divise les penseurs politiques. L'État est-il véritablement au service des citoyens ou tend-il à devenir une entité autonome, voire oppressive? Pour répondre à cette question complexe, nous devons d'abord définir précisément ce que nous entendons par État. L'État moderne se compose de l'appareil politique et des institutions qui exercent le pouvoir souverain sur un territoire donné. Face à cet État se trouvent les citoyens, membres de la communauté politique, qui possèdent des droits et des devoirs. Cette relation entre l'État et les citoyens constitue le cœur de notre analyse. Cette analyse approfondie nous mènera à travers trois grandes perspectives. D'abord, nous examinerons les arguments en faveur d'un État serviteur du peuple. Ensuite, nous explorerons les risques de dérive autoritaire. Enfin, nous chercherons les nuances et équilibres nécessaires. La bureaucratie représente l'un des défis majeurs de l'État moderne. Censée organiser et rationaliser l'action publique, elle peut paradoxalement devenir un obstacle entre l'État et les citoyens. La complexité procédurale constitue le premier obstacle. Les citoyens se trouvent confrontés à un labyrinthe administratif où chaque démarche nécessite de multiples formulaires, documents justificatifs et étapes intermédiaires. La lenteur administrative transforme chaque démarche en parcours du combattant. Les citoyens attendent des semaines, voire des mois, pour obtenir des réponses à leurs demandes, créant frustration et anxiété. Le manque de transparence aggrave la distance entre l'État et les citoyens. Les processus décisionnels restent opaques, les critères d'évaluation non communiqués, créant un sentiment d'arbitraire et d'injustice. Cette bureaucratie dysfonctionnelle crée un éloignement progressif entre l'État et les citoyens. La communication devient difficile, les attentes déçues, générant une perte de confiance institutionnelle profonde. Au final, la bureaucratie crée un sentiment d'impuissance chez les citoyens. Face à cette machine administrative complexe et opaque, ils se sentent dépossédés de leur capacité d'action et de leur pouvoir démocratique. La bureaucratie illustre ainsi comment l'État peut devenir son propre obstacle. En s'éloignant des citoyens par sa complexité et son opacité, il trahit sa mission première de service public et remet en question l'idéal démocratique. La corruption représente l'une des principales menaces à un État véritablement au service des citoyens. Elle constitue un détournement systématique des ressources et du pouvoir public au profit d'intérêts privés, compromettant ainsi l'intérêt général. Commençons par comprendre les mécanismes des conflits d'intérêts. Un conflit d'intérêts survient lorsqu'une personne en position de pouvoir doit choisir entre son intérêt personnel et l'intérêt public qu'elle est censée servir. La corruption a un impact systémique sur l'ensemble des fonctions de l'État. Elle affecte la politique fiscale, la régulation des marchés, la politique monétaire et compromet l'ordre public, créant un cercle vicieux qui nuit à la croissance inclusive. La corruption détourne les ressources publiques de plusieurs manières. Les marchés publics truqués, les pots de vin, le népotisme et le détournement de fonds privent les citoyens des services auxquels ils ont droit. Les conséquences de la corruption sur l'intérêt général sont dramatiques. Elle érode la confiance des citoyens envers leurs institutions, crée des inégalités et compromet l'efficacité des politiques publiques destinées à améliorer le bien-être collectif. Cette caricature politique illustre parfaitement comment la corruption bloque le progrès moral et social d'une société. Le véhicule du redressement moral se trouve entravé par l'obstacle massif que représentent la corruption et les malversations. En conclusion, la corruption et les conflits d'intérêts représentent une antithèse fondamentale à l'idéal d'un État au service des citoyens. Ils détournent les ressources publiques, compromettent l'intérêt général et érodent la confiance nécessaire au bon fonctionnement démocratique. L'État moderne se trouve constamment dans une position délicate. Il doit arbitrer entre des intérêts souvent contradictoires au sein de la société. Cette fonction d'arbitrage constitue l'une des nuances les plus importantes dans notre compréhension du rôle de l'État. Comme cette balance symbolique, l'État doit peser et équilibrer différents intérêts. Il ne peut pas simplement favoriser un groupe au détriment d'un autre.
mais doit chercher un équilibre qui serve l'intérêt général. Prenons des exemples concrets. D'un côté, les entreprises cherchent à maximiser leurs profits et leur compétitivité. De l'autre, les salariés revendiquent de meilleurs salaires et conditions de travail. L'État doit arbitrer entre ces demandes légitimes et contradictoires. De même, la protection de l'environnement peut entrer en conflit avec les impératifs de développement économique. Comment concilier la création d'emplois avec la préservation de la nature? C'est là tout l'art de l'arbitrage étatique. Cette image illustre parfaitement la difficulté de l'exercice. L'État marche sur une corde raide, tentant de maintenir l'équilibre entre différentes exigences. Pour y parvenir, il dispose de plusieurs mécanismes d'arbitrage. La négociation collective permet de faire dialoguer les parties. La réglementation équilibrée établit des règles qui protègent tous les intérêts. Les politiques de compromis cherchent des solutions gagnant-gagnant, et la consultation publique assure la transparence du processus. Cependant, l'arbitrage étatique fait face à de nombreux défis. La complexité croissante des enjeux rend les décisions plus difficiles. Les pressions contradictoires s'intensifient et le temps manque souvent pour trouver des solutions optimales. En définitive, l'État comme arbitre représente une vision nuancée du pouvoir politique. Il ne s'agit ni d'un État minimal qui laisserait faire, ni d'un État omnipotent qui imposerait sa volonté, mais d'un État médiateur qui cherche constamment l'équilibre juste et durable entre les différents intérêts de la société. La démocratie participative représente une évolution majeure dans la relation entre l'État et les citoyens. Elle va au-delà du simple vote pour impliquer activement les citoyens dans les processus de décision publique. L'échelle d'Arnstein illustre les différents niveaux de participation citoyenne. Au sommet, nous trouvons le contrôle citoyen et le pouvoir délégué, représentant un véritable partage du pouvoir. Au milieu, la consultation et l'information constituent des degrés de participation symboliques. En bas, la manipulation et la thérapie ne représentent qu'une pseudo-participation. Les mécanismes de participation citoyenne prennent diverses formes. Les consultations publiques permettent de recueillir l'avis des citoyens sur des projets spécifiques. Les budgets participatifs donnent aux citoyens un pouvoir de décision direct sur l'allocation des ressources publiques. Les jurys citoyens rassemblent des panels représentatifs pour délibérer sur des questions complexes. L'intégration de la participation citoyenne dans les processus décisionnels officiels transforme la gouvernance traditionnelle. Les citoyens ne sont plus seulement consultés, mais deviennent partie intégrante du processus de décision, depuis la formulation des propositions jusqu'à leur mise en œuvre. Le budget participatif illustre parfaitement le potentiel de la démocratie participative. Ce processus en 4 étapes permet aux citoyens de proposer, étudier, voter et réaliser des projets avec les fonds publics. Il renforce la transparence, la légitimité des décisions et l'éducation civique des participants. L'OCDE définit l'engagement citoyen comme la reconnaissance de la capacité des citoyens à discuter et générer des options politiques de manière indépendante. Cela exige des gouvernements qu'ils partagent la définition de l'agenda et s'assurent que les propositions générées conjointement soient prises en compte dans la décision finale. La participation citoyenne transforme fondamentalement la relation entre l'État et les citoyens. Elle renforce la légitimité des décisions publiques en augmentant leur acceptation sociale et la confiance des citoyens. Elle améliore également la qualité des décisions en intégrant l'expertise citoyenne et en favorisant des solutions innovantes adaptées aux réalités locales. Ainsi, la démocratie participative ne remplace pas la démocratie représentative, mais la complète et l'enrichit. Elle offre une voie prometteuse pour réconcilier l'État avec les citoyens et construire des politiques publiques plus légitimes et plus efficaces. L'État moderne doit faire face à des défis sans précédent qui transforment profondément nos sociétés. Le changement climatique, la révolution numérique et les inégalités croissantes exigent des réponses politiques innovantes et coordonnées. Le changement climatique représente le défi écologique majeur du XXIe siècle.
Les États doivent coordonner des politiques environnementales ambitieuses, incluant la taxation carbone, des réglementations strictes sur les émissions et des investissements massifs dans les technologies vertes. La transition énergétique nécessite une approche à double niveau. L'État doit coordonner les politiques énergétiques nationales tout en soutenant les initiatives locales. Cette stratégie combine investissement dans les infrastructures, régulation des marchés et promotion des énergies renouvelables. La révolution numérique crée de nouveaux défis pour l'État. La fracture numérique accentue les inégalités sociales et territoriales. L'État doit garantir un accès équitable aux technologies tout en régulant les plateformes numériques pour protéger les citoyens et maintenir la concurrence. Pour répondre aux défis contemporains, l'État doit adopter des rôles multiples et interconnectés. Il agit comme résolveur de problèmes, motivateur pour l'innovation, intégrateur des politiques, facilitateur de la transition et coordinateur entre tous les acteurs de la société. Ces défis contemporains risquent d'accentuer les inégalités existantes. Le coût de la transition écologique, la fracture numérique et la concentration des richesses nécessitent des politiques redistributives, une formation numérique universelle et une transition juste qui n'abandonne personne. Face aux défis écologiques et numériques, l'État doit se réinventer. Il doit être anticipateur des risques, coordinateur des transitions, garant de l'équité sociale, innovateur dans ses méthodes et collaborateur avec tous les acteurs. Ces défis contemporains redéfinissent fondamentalement le rôle de l'État moderne dans nos sociétés. La confiance des citoyens envers l'État constitue le fondement même de toute démocratie fonctionnelle. Sans cette confiance, les institutions perdent leur légitimité et leur capacité d'action. La confiance se manifeste par la légitimité accordée aux décisions publiques, l'acceptation des politiques gouvernementales, le maintien de la cohésion sociale et la stabilité des institutions démocratiques. La confiance publique repose sur 3 piliers fondamentaux. La compétence, qui implique l'expertise technique et la qualité des services publics. La fiabilité, caractérisée par la constance dans l'action et le respect des engagements pris. Et l'honnêteté, qui se traduit par la transparence et l'intégrité morale des dirigeants. La confiance envers l'État connaît aujourd'hui une érosion préoccupante. Les scandales politiques répétés, les promesses électorales non tenues, l'éloignement perçu des élites, la complexité bureaucratique et les inégalités sociales croissantes contribuent à cette défiance généralisée. Les conséquences de cette défiance sont multiples et préoccupantes. L'abstention électorale augmente, les mouvements populistes gagnent en influence, les institutions sont contestées, la polarisation politique s'accentue et l'état de droit s'affaiblit progressivement. Pour restaurer la confiance, plusieurs stratégies s'avèrent essentielles. Il faut renforcer la transparence des décisions publiques, développer la participation citoyenne, réformer les institutions pour les rapprocher des citoyens, lutter efficacement contre la corruption, améliorer la communication directe avec les citoyens et produire des résultats mesurables. La confiance des citoyens envers l'État représente un enjeu démocratique majeur de notre époque. Elle n'est pas un luxe démocratique, mais une nécessité absolue pour une gouvernance efficace. Sans confiance, c'est la crise de légitimité. Avec la confiance, c'est une démocratie vivante. Sa restauration constitue une responsabilité collective qui engage tous les acteurs de la société. Les pays scandinaves représentent un modèle unique d'État-providence, alliant efficacité économique et protection sociale avancée. Analysons ce système remarquable qui inspire de nombreux pays dans le monde. La région scandinave comprend principalement la Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande. Ces pays partagent des caractéristiques communes, des sociétés égalitaires, une forte cohésion sociale et un État-providence développé qui garantit un niveau de vie élevé à tous les citoyens. Le modèle scandinave repose sur 5 piliers fondamentaux. L'universalisme garantit que tous les citoyens bénéficient des mêmes droits sociaux, indépendamment de leur statut. Le financement par l'impôt assure une redistribution équitable des richesses. Les données comparatives révèlent l'excellence du modèle scandinave.
Ces pays consacrent entre 25 et 29% de leur PIB aux dépenses sociales, soit parmi les taux les plus élevés au monde. Cette générosité se traduit par des résultats exceptionnels en termes de bien-être et de bonheur des populations. Le modèle scandinave se distingue par plusieurs innovations remarquables. La flexisécurité combine souplesse du marché du travail et protection sociale forte. La digitalisation avancée des services publics améliore l'efficacité et la transparence. L'égalité des genres est promue par des politiques familiales progressistes, tandis que la durabilité environnementale est intégrée dans toutes les politiques sociales. Le modèle scandinave offre 5 leçons essentielles. La confiance institutionnelle élevée facilite l'acceptation de la fiscalité redistributive. Le consensus social durable, basé sur le dialogue, assure la stabilité des politiques. L'investissement massif dans le capital humain maintient la compétitivité. L'adaptation pragmatique aux défis contemporains préserve la pertinence du modèle. Enfin, l'équilibre réussi entre efficacité économique et équité sociale démontre qu'un État-providence généreux peut coexister avec une économie performante. En conclusion, le modèle scandinave illustre parfaitement qu'un État-providence généreux et performant est réalisable. Cependant, son succès repose sur des fondements culturels et institutionnels spécifiques. Une confiance mutuelle entre citoyens et institutions, un consensus social fort et une capacité d'adaptation continue aux défis contemporains. Les États modernes adoptent différentes structures organisationnelles qui déterminent la répartition des pouvoirs et l'exercice de l'autorité. Nous allons examiner 3 formes principales: l'État unitaire, l'État fédéral et l'État confédéral. L'État unitaire constitue la forme la plus centralisée d'organisation étatique. Dans ce système, le pouvoir politique émane d'une autorité centrale unique qui contrôle l'ensemble du territoire national. Les caractéristiques principales de l'État unitaire incluent une constitution unique, un système juridique uniforme et des collectivités territoriales qui ne possèdent que les compétences déléguées par l'autorité centrale. L'État fédéral représente un système de partage constitutionnel des compétences entre 2 niveaux de gouvernement, l'État fédéral et les États fédérés. Chaque niveau dispose de domaines de compétences exclusifs et partagés. Le fédéralisme américain illustre parfaitement cette répartition des pouvoirs. Le gouvernement fédéral détient les compétences énumérées dans la Constitution, tandis que les États conservent les pouvoirs réservés non explicitement délégués au niveau fédéral. L'État confédéral constitue une union d'États souverains qui délèguent certaines compétences limitées à une autorité commune tout en conservant leur souveraineté. Cette forme reste rare dans l'histoire moderne. Les États confédérés d'Amérique de 1861 à 1865 illustrent cette forme d'organisation. Les États membres conservaient leur souveraineté tout en déléguant des compétences limitées au gouvernement confédéral, principalement pour la défense commune. Comparons maintenant ces 3 systèmes selon leur degré de centralisation et leurs implications pour la gouvernance. Chaque forme présente des avantages et des inconvénients spécifiques. L'État unitaire favorise l'efficacité et l'uniformité, mais peut manquer de flexibilité locale. L'État fédéral équilibre unité et diversité, mais peut créer des conflits de compétences. L'État confédéral préserve l'autonomie locale, mais souffre souvent d'inefficacité. Ces différentes formes d'État influencent directement la relation entre les citoyens et le pouvoir politique. Le choix d'une structure détermine les modalités de participation démocratique et l'exercice des droits civiques. La relation entre l'État et la nation constitue l'un des fondements de l'organisation politique moderne. Mais cette relation est-elle vraiment indissoluble? Explorons cette question complexe. Pour comprendre cette relation, il faut d'abord distinguer clairement l'État de la nation. L'État est une organisation politique avec un territoire, une population et un gouvernement souverain. La nation, elle, est une communauté humaine unie par une culture commune, une histoire partagée, souvent une langue et surtout un sentiment d'appartenance collective. Le modèle traditionnel de l'État-nation
repose sur plusieurs liens fondamentaux qui unissent une population autour d'une organisation politique commune. Ces liens incluent la culture, l'histoire commune, la religion, la nationalité, le territoire et la langue. Ensemble, ils forment les fondements de l'État-nation classique. Cependant, la réalité géopolitique mondiale montre que de nombreux États sont en fait multinationaux, regroupant plusieurs nations ou groupes ethniques distincts. Des pays comme le Canada, la Belgique ou la Suisse illustrent parfaitement cette réalité. Ces États multinationaux parviennent à maintenir leur unité politique malgré leur diversité nationale. À l'inverse, certaines nations n'ont pas d'État propre. Les Kurdes, les Catalans, les Tibétains illustrent cette situation où une identité nationale forte existe sans correspondre à un État souverain. Aujourd'hui, plusieurs défis remettent en question le lien traditionnel entre État et nation. La mondialisation, les migrations, les revendications régionalistes et les identités multiples complexifient cette relation. Le lien entre État et nation n'est donc pas indissoluble. Il évolue, se transforme et s'adapte aux réalités contemporaines, questionnant les modèles traditionnels de l'organisation politique. Après avoir exploré les différentes facettes de l'État, ses forces et ses faiblesses, il est temps de passer à l'action. Car comprendre l'État ne suffit pas. Chaque citoyen a un rôle à jouer pour construire un État plus juste et plus démocratique. Le premier pilier de l'engagement citoyen est l'information. Un citoyen éclairé doit diversifier ses sources, comprendre les enjeux politiques complexes, analyser les programmes des partis et se former au fonctionnement des institutions. Cette démarche critique et continue est essentielle pour participer de manière constructive au débat démocratique. Participer au débat public signifie s'engager dans un dialogue constructif avec ses concitoyens. Cela implique d'exprimer ses opinions de manière respectueuse, d'écouter les arguments contradictoires, de participer au forum citoyen et d'utiliser les outils numériques de façon responsable. Le débat démocratique se nourrit de cette diversité d'opinions exprimées dans le respect mutuel. L'engagement politique direct est crucial pour faire évoluer l'État. Cela commence par le vote, droit fondamental qui doit être exercé à chaque élection. Mais l'engagement peut aller plus loin. Adhérer à un parti, faire du bénévolat, se présenter aux élections locales, soutenir des causes importantes ou encore contacter régulièrement ses élus pour faire entendre sa voix. L'engagement local est souvent le plus concret et le plus immédiat. Participer aux conseils municipaux, rejoindre des associations citoyennes, organiser des initiatives locales ou s'impliquer dans les budgets participatifs permet d'agir directement sur son environnement quotidien. C'est à ce niveau que l'on peut le mieux expérimenter et apprendre la démocratie participative. L'action collective démultiplie l'impact individuel. Créer ou rejoindre des mouvements citoyens, organiser des pétitions, développer des projets collaboratifs et sensibiliser son entourage permet de construire des coalitions pour le changement. C'est ensemble que les citoyens peuvent faire pression pour obtenir les réformes nécessaires à un État plus juste. Votre engagement compte. Chaque voix compte dans une démocratie et votre participation peut faire la différence. L'État de demain se construit aujourd'hui avec votre engagement. Alors choisissez une cause qui vous tient à cœur, informez-vous sur les moyens d'agir, passez à l'action, même modestement, et encouragez d'autres à vous rejoindre. C'est ainsi que nous construirons ensemble un État plus juste et plus démocratique. Nous arrivons maintenant au moment de la réflexion personnelle et du débat. Après avoir exploré les différentes facettes de l'État, ses rôles, ses défis et ses évolutions, il est temps de vous poser des questions fondamentales sur votre propre vision de l'État idéal. La question de l'État idéal n'est pas nouvelle. Depuis Platon et sa République, jusqu'au débat contemporain sur la gouvernance numérique, chaque époque a cherché à définir les contours d'un État qui serve au mieux l'intérêt général tout en respectant les libertés individuelles. Première question fondamentale, quelle est votre vision de l'État idéal? Cette question nous invite à réfléchir sur le rôle que nous souhaitons voir joué par l'État dans nos sociétés.
Préférez-vous un État minimal qui se contente de protéger les droits fondamentaux ou plutôt un État-providence qui garantit l'égalité des chances? Peut-être envisagez-vous un État participatif où les citoyens sont véritablement acteurs des décisions ou encore un État numérique transparent et efficace. Platon, dans sa République, proposait déjà une vision de l'État idéal basée sur la justice et l'harmonie entre les différentes classes sociales. Son modèle, bien qu'utopique, continue d'inspirer les réflexions contemporaines sur l'organisation politique idéale. Deuxième question essentielle. Quelles sont les priorités de l'État selon vous? Cette question nous amène à hiérarchiser les missions de l'État. Faut-il privilégier la sécurité et la défense, l'éducation et la formation, la santé publique, la protection environnementale, la justice sociale ou le développement économique? Chaque choix reflète une vision particulière du rôle de l'État dans la société. Troisième et dernière question. Comment améliorer la relation entre l'État et les citoyens? Cette question touche au cœur de la démocratie moderne et des défis de gouvernance contemporains. Les pistes d'amélioration sont nombreuses. Renforcer la transparence et l'accès à l'information, développer la participation citoyenne, digitaliser les services publics pour plus d'efficacité, maintenir un dialogue permanent avec la société civile et favoriser la décentralisation pour plus de proximité. L'enjeu est de construire un État qui soit véritablement au service des citoyens. Ces questions n'ont pas de réponse unique ou définitive. Elles invitent à la réflexion personnelle et au débat collectif. Votre vision de l'État idéal dépend de vos valeurs, de votre expérience et de votre conception de la société. L'important est de continuer la discussion avec vos proches, vos collègues, vos représentants élus, car c'est par le débat démocratique que nous construisons ensemble l'État de demain.